Salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être un petit peu spécial. Si vous suivez assidûment la chaîne, vous savez que ce mois-ci c'est le Novembre Rose, donc il y a une vidéo qui sort chaque semaine le dimanche à 15h. Et ces dernières semaines, j'ai sorti des grosses vidéos, notamment la semaine dernière, un semi-documentaire sur Hunger Games et les sagas dystopiques. Et je me suis dit, pourquoi pas faire cette fois un concept un peu plus cool, chill, autour d'un sujet dont j'avais envie de parler, mais qui mérite pas, selon moi, une analyse ultra approfondie. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, hein, si vous aimez ou même si vous aimez pas. Ces derniers temps, les créateurs de contenu rencontrent de plus en plus de difficultés. Alors encore une fois, quand je parle de youtubeurs, je parle des youtubeurs au sens large. Je parle aussi bien du youtubeur qui a 250 abonnés que de Squeezie qui en a 10-15 millions. Il faut alors avoir conscience que la majorité des youtubeurs gagnent pas leur vie avec leurs vidéos, et deuxièmement, s'ils gagnent leur vie, ont du mal à gagner leur vie et à avoir de la visibilité. Et on en a souvent parlé sur la chaîne, mais c'est d'autant plus difficile en ce moment où il y a pour la première fois de l'histoire de YouTube l'arrivée de la concurrence. C'est-à-dire qu'avant, si jamais vous aviez des abonnés qui aimaient votre contenu, quelle que soit la vidéo que vous sortiez, si jamais ça sortait pas trop de ce que vous faisiez d'ordinaire, vous étiez quasiment assuré d'avoir un nombre de vues minimum. Or, aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile. Il y a toujours évidemment des exceptions, parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs et surtout les vidéos durent de plus en plus longtemps. Et dans le même temps, avant, YouTube était en croissance continue d'utilisateurs, donc il y avait toujours de nouveaux utilisateurs qui arrivaient, et ces derniers temps, ça a tendance à stagner, et c'est normal, parce que ils atteignent un plafond de verre. Du coup, le temps de cerveau disponible des gens, il est limité, et il est quasiment le même qu'avant, et au contraire, le contenu proposé par les créateurs, il est de plus en plus important. Les utilisateurs, les viewers, vous comme moi, on va se retrouver du coup à devoir arbitrer. Qu'est-ce qu'on regarde pas, tout simplement parce que c'est impossible de tout regarder. Alors on pourrait se dire c'est bien, ça va les pousser à faire du contenu meilleur, plus original, mais la réalité c'est que c'est pas du tout comme ça qu'on obtient plus de vues. Dans le même temps, on a évidemment toujours aucune transparence sur l'algorithme, on sait à peu près ce qui marche et ce qui marche moins bien. En ce moment, on sait que par exemple le taux de clic par impression est probablement un des indicateurs les plus importants sur YouTube avec le watch time, mais de manière générale, on est encore un peu en train de jouer à l'apprenti sorcier et au petit chimiste en se disant ok, ça je pense que ça plaît à l'algorithme, ça non, ça pas trop. Mais d'un point de vue business et financier, c'est aussi très compliqué. À part les créateurs comme moi qui ont la chance d'avoir un métier à côté ou une autre activité à côté, la plupart des youtubeurs se sont mis à faire des placements de produits pour pouvoir se rémunérer et aussi rémunérer les monteurs, les équipes techniques, etc. Parce que vu que les vidéos sont de plus en plus produites et qu'il y a de plus en plus de concurrence, vous êtes obligé aussi de suivre cette cadence de production, d'engager des gens qui bossent avec vous. Et donc ces placements de produits, ils vont ramener de nouveaux problèmes. Bon, c'est un problème qui pour le coup touche tous les indépendants, mais par exemple, négocier son prix. Combien ça vaut un placement de produit de, normalement c'est 1 minute 30 dans une vidéo qui fait 50 000 vues, 100 000 vues, 500 000 vues. Chez les youtubeurs, en tout cas moi j'ai rarement vu passer des prix très précis. Mais du coup ça va être plus difficile pour les créateurs, notamment les petits créateurs et encore plus ceux qui ont par exemple pas d'agent ou pas d'agence derrière eux, de pouvoir négocier correctement leur prix. Le meilleur exemple pour illustrer ces situations, c'est cette scène dans Nightcrawler, où le personnage joué par Jake Gyllenhaal va essayer d'engager un journaliste et va lui demander quel est son prix. C'est normalement comme ça que les marques nous abordent. Does it come with a raise? Absolutely. How much? Pick a number. You pick a number. $75 a night? Agreed. What about more? You know? Not now. We close the deal. I could have gotten more, couldn't I? Absolutely. Et cette dépendance aux marques et au placement de produits, elle va même poser d'autres problèmes. Par exemple, sur les produits qui sont mis en avant. Des marques comme CyberGhost VPN, NordVPN, voire même dernièrement Emma Matelas, c'est des marques que je considérais comme peu recommandables. Déjà parce que même si c'est pas du dropshipping comme on a pu le voir chez les influvoleurs, elles font aussi des pratiques commerciales au moins douteuses, notamment tout ce qui est fausse promotion, c'est-à-dire que CyberGhost VPN, vous ne payerez jamais le prix fort. Même si vous allez sur le site sans un lien affilié ou sans un code promo d'un youtubeur, ils vont quand même vous proposer une promotion. Il y a tout le temps des promotions, et d'ailleurs Emma Matelas a été condamnée pour cela. Il y a même un article du Parisien qui est sorti sur Emma Matelas qui explique aussi que ils ont des retards sur les livraisons. Enfin bref, ça a pas l'air tout rose. Le problème c'est que souvent les créateurs ils sont assez limités. Raid Shadow Legends, NordVPN, CyberGhost, moi c'est les 3-4 marques qui me harcèlent toutes les semaines dans mes mails pour faire un placement de produit, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, il y a assez peu de propositions. J'ai le luxe de pouvoir dire non, mais je comprends que d'autres, dans d'autres situations, disent oui. Également, on va continuer sur la rémunération. Il y a une très faible visibilité sur la rémunération de YouTube. Comme vous le savez, YouTube nous rémunère en fonction des pubs qui sont diffusées avant les vidéos. Et maintenant, même pendant et après, enfin bref, il y en a partout, c'est trop relou pour vous. Mais de notre côté, pour le coup, c'est vrai que le coût par 1000, la somme qu'on reçoit pour 1000 vues engrangées,
eh ben, elle a considérablement augmenté ces dernières années. En tout cas, moi, c'est mon cas. Pour autant, la manière dont le CPM est calculé, on sait pas vraiment. On sait qu'évidemment ça fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Par exemple en décembre on se régale, en février c'est la dèche, etc. Mais il n'y a pas vraiment de transparence dessus et ça fluctue un peu au bon vouloir de YouTube. Et à ça, il faut rajouter les problèmes dont on parle très souvent, qui sont liés aussi au métier d'indépendant et d'entrepreneuriat, à savoir la solitude, le burn-out, etc. Et donc ça c'est des difficultés que quasiment tous les créateurs de contenu rencontrent. Mais malgré tout, il y a toujours un espèce de biais du survivant et de surresponsabilisation qui domine. Par exemple, il y a beaucoup de créateurs qui ont réussi, qui vont tenir un discours du genre « Non, mais si jamais les gens réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la méta de YouTube, etc. » Alors qu'en réalité, c'est plus compliqué. Ce qui est plutôt vrai, hein. Effectivement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on sait à peu près ce qui marche et ce qui marche pas sur YouTube. Hein. Si jamais vous faites ce genre de vidéo, vous avez plus de chances de réussir, mais c'est pas tout. Les YouTubeurs évoluent dans une structure et ne pas prendre en compte cette structure dans leur réussite ou non, ça serait une bêtise. Pour autant, effectivement, il faut pas tomber dans l'excès inverse et qu'à chaque fois qu'une vidéo marche moins bien, dire « Ah, c'est l'algo de YouTube ». Par exemple, ma vidéo sur les magazines pour ados, elle a bidé, c'est pas l'algo de YouTube, hein, c'est juste qu'elle vous a moins intéressé. Et surtout, dire « Il faut s'adapter, il faut évoluer avec la plateforme », c'est faire le jeu de ces plateformes en fait. Et donc cette vision, elle domine encore, même chez les YouTubeurs et encore plus au sein du public. Moi je le vois. Dès que je parle de YouTubeurs qui rencontrent des problèmes, c'est toujours les mêmes commentaires qui reviennent à base de « Ah là là, mais ils sont privilégiés, etc. » Oui, ils sont privilégiés pour certains et oui, ils font un métier passion, mais ça n'empêche qu'ils peuvent avoir aussi de vraies difficultés. Et donc, dans tout ça, les YouTubeurs vont s'inscrire dans un rapport de force qui est complètement déséquilibré. Du coup, nous, en tant que créateurs, on a évidemment aucun pouvoir, encore moins en tant que créateur français, mais même les créateurs américains, même les créateurs de plus d'1 million d'abonnés ont quasiment aucun poids face à ça. Et du coup, les plateformes vont clairement en profiter et en même temps, comment leur donner tort? Pareil, il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais en gros, actuellement, les plateformes, elles sont désignées comme des hébergeurs. C'est vraiment le terme juridique, comme si les YouTubeurs arrivaient, mettaient simplement leurs vidéos sur la plateforme et ensuite partageaient à leurs amis. L'objectif pour YouTube notamment, c'est de ne pas être reconnu en tant qu'éditeur, parce que si jamais ils sont reconnus en tant qu'éditeur, ça veut dire qu'ils sont responsables du contenu qui est sur la plateforme. Or, YouTube veut au maximum se déresponsabiliser parce qu'il y a tellement de contenu que ça demanderait beaucoup de modération, ça serait très compliqué. Et du coup, c'est pour ça que par exemple, YouTube refuse de trancher les problèmes d'ayant droit. Donc par exemple, si j'utilise un extrait dont j'ai pas les droits et que l'ayant droit décide de striker ma vidéo, il faut que je fasse un appel en disant oui, mais ça relève de l'exception au droit d'auteur, etc. Ce dont j'ai vraiment le droit. Mais ce n'est pas YouTube qui va arbitrer cet appel, c'est l'ayant droit lui-même. Donc vous comprenez bien que ça pose problème, hein, parce que si jamais vous avez un ayant droit un peu de mauvaise volonté, c'est fini, hein, vous retrouverez jamais les sous de votre vidéo, voire vous pouvez prendre un strike. Et je vous avoue que moi, je suis pas d'accord avec cette position d'hébergeur de YouTube. On l'a vu et on l'a dit plus tôt, l'algorithme influence clairement le contenu. Les YouTubeurs créent en fonction de la plateforme. Ils s'adaptent à ces codes et à ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et à partir de ce moment-là, il y a bien une touche éditoriale. Mais désormais, ça va plus loin puisque certains créateurs sont directement mis en avant par YouTube. Déjà par le biais de l'onglet Tendance, qui est un onglet qui est contrôlé par YouTube. On a vu des créateurs de contenu mis en avant par YouTube, notamment par exemple dans l'onglet Savoir et Culture, qui mettait en avant spécifiquement des créateurs sélectionnés par YouTube RT. Donc là, il y a bien un travail éditorial de YouTube qui a sélectionné du contenu pour le mettre en avant. Et c'est même aller plus loin pour moi parce que au moment du lancement de Shorts sur YouTube, il y a des créateurs de contenu qui ont eu un contrat avec la plateforme pour être rémunérés pour faire des shorts. Et pareil, hein, on a vu de plus en plus de prises de prérogatives par YouTube. Et c'est plutôt une très bonne chose. Pour moi, YouTube doit s'éditorialiser, mais il faut accepter les conséquences qui vont avec. Par exemple, je pense à Norman et Dirty Biology qui ont vu leur monétisation être retirée, mais non pas pour des faits qui se sont passés sur YouTube. C'est-à-dire qu'on a déjà vu des cas de chaînes qui ont été démonétisées suite à des vidéos ou des propos qui ont été tenus sur la plateforme. Ça, pour le coup, c'est les règles du site. Mais là, on parle d'affaires qui sont en dehors de YouTube. Et donc, il n'est même pas, encore une fois, question de dire est-ce que c'est une bonne, une mauvaise chose qu'il ait fait. C'est juste que rien que de le faire, ça envoie un message et ça prouve bien que YouTube a un caractère éditorial. Dans le même temps, il y a un autre acteur qui s'est ajouté, d'abord en laissant croire qu'il pourrait aider à rééquilibrer le rapport de force, et en fait pas tellement. C'est les agences d'influenceurs qui vont venir accompagner les créateurs, ce qui est une très bonne chose. Mais on a rapidement compris qu'en fait ces agences défendaient pas exactement les intérêts des créateurs de contenu. Le meilleur exemple et le dernier en date, c'est évidemment ce qui s'est passé avec Lubic. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu une loi qui devait être votée à l'Assemblée nationale et qui a été votée, qui visait à réguler le monde des influenceurs, notamment suite au scandale des influx voleurs, donc principalement des stars de télé-réalité qui faisaient de la promotion de dropshipping, de paris, enfin des trucs vraiment mauvais quoi. Et tous les créateurs de contenu clean sont plutôt d'accord avec ça. Au moment de l'ouverture des débats et juste avant le vote, une tribune signée par des dizaines de créateurs de contenu, tous plus connus les uns que les autres,
disaient être plus ou moins contre cette régulation. Mais très vite, il y a des trucs un peu bizarres, il y avait des pseudos qui étaient mal écrits carrément dans les signataires, et en fait on a appris que les influenceurs ont à peine lu, ou en tout cas ont clairement pas écrit cette tribune, et qu'elle venait en réalité de l'UMIC. Ce qui se passe, on se demande aussi, nous, c'est trop d'actu là pour qu'on ait vraiment bien compris quelles étaient les intentions des agences qui nous ont un peu sollicité pour faire ça, ce qui fait qu'on s'est retrouvé là-dedans. C'est-à-dire, en gros, il y a des agences qui se font beaucoup d'argent dans cette histoire, qui vous ont sollicité parce que c'est les agences qui craignent pour leur business plutôt que vous. En fait, vous craignez pas pour votre business, vous êtes pas très... Surtout que quand on regarde la loi et ce qu'elle protège là, tout est ok quoi. Tout est ok. Et en fait, l'UMIC, c'est un regroupement des agences de créateurs de contenu. Une forme de syndicat qui a comme objectif de défendre les intérêts affichés en tout cas des créateurs de contenu, mais en réalité les intérêts des agences. Ce qui prouve bien une chose, c'est que les agences ont très vite compris qu'elles avaient des intérêts communs à défendre, même si en soi, elles sont concurrentes. Et c'est pour ça que selon moi, il faut un regroupement massif des créateurs de contenu en ligne au sein d'un même groupe. Alors, ça pourrait prendre plusieurs formes. Ça pourrait prendre la forme d'un syndicat, même si je pense que c'est pas la meilleure. On le voit bien avec la grève des acteurs à Hollywood et des scénaristes, avoir un syndicat, ça permet de vraiment peser, même face à des entreprises comme Disney, Amazon et les autres gros studios majeurs d'Hollywood. Par exemple, si demain YouTube décide de diviser de manière arbitraire les revenus des créateurs par deux, ils pourraient le faire. Et surtout, il n'y aurait pas vraiment de contre-pouvoir pour les en empêcher ou négocier avec eux. D'ailleurs, on a pu récemment observer le problème. Par exemple, Lenny, de la chaîne The Science Coder, qui fait de la vulgarisation scientifique à base d'expérience, a vu une vidéo où il explique la dangerosité de certains challenges TikTok se faire démonétiser et être interdite aux moins de 18 ans. Il a dû attendre plusieurs jours, faire des appels sur Twitter et obtenir de l'aide via des contacts chez YouTube pour que la vidéo soit finalement remise normalement. C'est presque pire pour y penser, qui a affirmé que YouTube lui avait retiré arbitrairement 700 € de revenus le mois dernier sous prétexte qu'ils avaient détecté des vues comme frauduleuses. Et cela sans jamais livrer la moindre explication ou preuve pour justifier cette prise sur revenu. À ce jour, le problème n'a toujours pas été réglé. Pourtant, on parle de youtubeurs qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, donc en possibilité de mobiliser leur communauté pour les soutenir financièrement. Pour les autres, c'est encore pire. Parce qu'on l'a vu, les initiatives individuelles ou même collectives à petite échelle, elles sont vouées à l'échec. Joueur du Grenier l'a expliqué plein de fois, parce que tout le monde lui demandait, vu qu'il avait plein de problèmes avec YouTube, la démonétisation, etc. En fait, c'est impossible à l'échelle individuelle, et même si vous souhaitez les attaquer en justice, etc., vous gagnerez jamais un procès, ou en tout cas, vous irez jamais au bout. Sauf qu'en fait, techniquement, un syndicat, c'est pas possible, car YouTube n'est pas employeur des youtubeurs. Les youtubeurs sont indépendants, donc pour qu'il y ait un syndicat, il faudrait qu'ils soient tous sous une même entreprise. Mais il y a déjà eu une tentative d'un équivalent, ça s'appelait la Guilde des vidéastes en France. Alors bon, ça a fermé pour des raisons financières un peu obscures, mais c'était l'objectif, à savoir de représenter les créateurs de contenu et notamment d'entretenir un dialogue avec les pouvoirs publics, YouTube, les plateformes, et c'était plutôt une très bonne initiative. Ça a aidé aussi certains créateurs en proposant des formations, de l'aide juridique notamment. Le problème, c'est que c'est resté extrêmement de niche, c'est-à-dire que c'était principalement des youtubeurs vulgarisateurs et c'était principalement des youtubeurs qui avaient moins d'1 million d'abonnés, donc difficile de concrètement peser. Il y a eu des premières recherches, et ouais, j'ai trouvé des articles de recherche sur le sujet, savoir est-ce que les youtubeurs doivent se syndiquer. C'est une question qui se pose notamment aux États-Unis et c'est assez éclairant. Je parle notamment de l'article qui s'appelle Turning the Channel, Why Online Content Creators Can and Should Unionize Under the NLRA. Donc pour le coup, c'est la loi américaine, c'est un article américain qui se base vraiment sur les syndicats aux États-Unis, mais c'est quand même intéressant pour le contexte. Donc c'est Alexander Curl qui est étudiant-chercheur en droit aux États-Unis. Et alors le premier truc qu'il explique, c'est qu'effectivement la difficulté pour les créateurs dans ce regroupement, c'est de reconnaître que YouTube est leur patron et d'être reconnu comme employé. Mais il a un argument qui est assez valide. Il explique que le YouTube Partner Programme, auquel il faut appartenir pour avoir le droit de monétiser ses vidéos, ça ressemble quand même un peu à une relation employeur-employé. Il faut avoir un certain nombre d'heures visionnées sur ses vidéos, un certain nombre d'abonnés, et une fois accepté, il faut remplir encore certains critères, notamment de régularité sur les vidéos. Donc il y a quand même des contraintes, il y a quasiment un contrat. Valentin Niebler a aussi mené une étude sur le sujet des actions collectives des créateurs de contenu pour défendre leurs intérêts. Ces recherches montrent bien la nécessité pour les vidéastes de réussir à se réunir
quelle que soit la forme que ce regroupement doit prendre. Alexander Curl conclut en disant que ça apparaît même comme vital pour la profession de s'unifier sous une même voix pour peser dans la balance. Et d'ailleurs, il prend l'exemple de, je vais le lire pour mal le prononcer, Joerg Sprav, qui est un youtubeur allemand qui a créé The YouTubers Union, créé en 2018. Lui, il a eu l'aide d'un syndicat, mais il a créé une campagne extrêmement puissante qui s'appelait Fairtube. Il y a plus de 18 000 membres au YouTubers Union et YouTube a accepté de négocier et discuter avec eux. Donc c'est la preuve que c'est possible, même quand c'est pas aux États-Unis. Mais pour cela, il faudrait évidemment un appui des grandes têtes d'affiche. C'est pas moi dans ma chambre qui vais lancer un mouvement général. Le problème, c'est que les Lena Situation, McFly et Carlito, Thibaut InShape, etc., ils ont jamais porté un projet d'une telle ampleur, ou même ils ont jamais discuté de ces questions. Après tout, c'est difficile de leur en vouloir, ils bénéficient plutôt du système. Eux, leur rapport de force, il est beaucoup moins dominé que la plupart des créateurs de contenu. Cyprien est celui qui a fait probablement le plus, notamment parce qu'il a énormément poussé pour la création de l'aide CNC Talent, qui va aider à rémunérer des créateurs pour qu'ils puissent produire du contenu sur YouTube, ce qui est une super chose et une super aide, mais c'est pas vraiment aller plus loin. Et pour moi, en fait, on n'est pas passé très loin avec Squeezie. Quand il a eu des problèmes avec Webedia, qui étaient en plus visiblement des problèmes d'intérêts divergents, il a décidé que le modèle de l'agence de Webedia, il n'était pas fait pour les youtubeurs et il n'était pas sain. Sauf que au lieu de créer un groupement de youtubeurs pour réussir à peser, il a recréé une agence qui est probablement plus saine et plus vertueuse que Webedia, mais qui en réalité, elle est signataire de la tribune de l'UMIC et elle en est plus ou moins à l'origine, elle défend pas les intérêts des créateurs de contenu, elle défend les intérêts des agences. Selon moi, la prochaine étape dans la structuration du métier de youtubeur, qui est en train de se structurer à une vitesse folle, on le voit avec maintenant chaque youtubeur quasiment a un monteur, un media maker, parfois des gens qui vont l'aider à écrire ses vidéos, la prochaine étape c'est ça. Encore une fois, le mot syndicat à mon avis est pas le bon parce que c'est pas la forme que ça doit prendre, mais c'est un regroupement de énormément de créateurs de contenu, y compris les plus gros, pour réussir à renouer du dialogue avec les plateformes et les pouvoirs publics. La loi influenceur sera probablement pas la dernière loi à vouloir réguler le milieu de l'influence et même la création de contenu sur Internet. Et pour cela, ça serait bien d'avoir des vrais représentants, d'avoir un vrai fonctionnement quasiment démocratique pour pouvoir faire porter les difficultés que j'ai énoncées plus tôt aux acteurs qui aujourd'hui prennent des décisions et pèsent le plus. Et même de l'autre côté du rapport de force, c'est beaucoup plus intéressant. YouTube a besoin d'avoir un lien avec ses créateurs. Et je sais qu'il y a quelques semaines, ils ont organisé le YouTube Festival. Ils ont invité des créateurs de contenu pour parler de YouTube et tout. C'est une super initiative. Et selon moi, c'est ce qui manque aujourd'hui cruellement sur les plateformes. Le problème, c'est que YouTube peut notamment pas le faire parce qu'elle a personne à qui parler. Elle peut pas s'adresser aux 100 000 youtubeurs qui exercent en France. Et donc s'il y avait un vrai regroupement d'influenceurs avec qui ils pouvaient discuter, probablement ça ferait bien mieux avancer les choses. Et c'est fou que 10 ans après l'arrivée des youtubeurs, en tout cas en tant que métier, il n'y ait toujours pas d'union qui se soit formée. Or, comme j'ai dit, on a les mêmes intérêts. J'ai les mêmes intérêts que JujuFitCats ou que le youtubeur réaction à TikTok. Même si on fait pas le même contenu, même si on n'a pas forcément la même vision que YouTube. Mais on devrait pouvoir se réunir pour faire avancer certains sujets. Par exemple sur les questions de droit d'auteur, de shadowban, pour obtenir plus de transparence sur les algorithmes. C'est des choses qui existent, qui peuvent exister, qui ont déjà eu lieu. Et donc il n'y a pas de raison de partir défaitiste à ce point. Donc voilà, c'était une petite vidéo quasi bonus, mi-coup de gueule et à la fois pas coup de gueule, parce que j'ai pas de coup de gueule à passer. Donnez-moi votre avis sur le sujet. Est-ce que selon vous, les youtubeurs devraient se regrouper? Et selon vous, pourquoi ils ne le font pas? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à partager, vous abonner, etc. Et on se retrouve dimanche prochain à 15h pour la dernière vidéo du Novembros. Enfin, peut-être. Ciao!